on se gare, on va chercher son café, on revient, c'est chargé, on repart. L'idée c'est vraiment d'effacer en fait le fait de recharger. Ça coûte moins cher à installer. Et l'autre avantage aussi c'est que ça charge plus vite. Aujourd'hui, on reçoit Anthony de Up & Charge, une entreprise qui développe et déploie des solutions de recharge de véhicules électriques par induction. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Même si Up & Charge n'est pas implanté directement à Sky, l'entreprise travaille avec des acteurs du territoire, notamment l'agglomération, sur des projets de test et d'expérimentation. L'objectif aujourd'hui, comprendre cette technologie, ses usages concrets, ce qu'elle change pour la mobilité de demain. Parfait. Ça te va, ça on te démarre avec la première question. Donc pour commencer, est-ce que tu peux me dire tout simplement qu'est-ce que Up & Charge ? Alors Up & Charge en fait c'est une société qui est basée donc, dans le 92, donc à Ville d'Avray. On est une vingtaine aujourd'hui à peu près et on développe des solutions de recharge par induction. Donc quand on dit solutions de recharge, c'est des bornes de recharge pour véhicules électriques, donc du véhicule personnel jusqu'au camion en passant par les bus, les cars, etc. Donc, et ce, sans câble. Donc l'idée étant de pouvoir recharger en fait en se garant directement. Donc on développe la partie hardware et le software qui va avec. Donc derrière on a aussi un logiciel de supervision qui permet de pouvoir en fait gérer tout un parc de bornes de recharge à câble ou non d'ailleurs, on sait faire les deux. Mais on a pas mal de fonctionnalités supplémentaires par rapport à une borne de recharge classique. Mais vous faites du câble aussi, hein. Alors non, en fait on fait pas de câble en tant que tel, mais par contre on sait gérer des bornes à câble. Ok, d'accord. Donc plutôt pour, je sais pas si je mets du SAV ou ce genre de choses pour. Par des exemple, pour de systèmes la reprise de parcs existants, par exemple, sur des clients qu'on a aujourd'hui qui souhaitent mettre de la recharge par induction, on peut aussi leur proposer un software qui sait gérer et leur parc de bornes classique et notre parc de bornes par induction. Ok, je comprends. Donc la recharge par induction, donc on en entend parler, on sait un peu ce que ça veut dire, mais comment ça fonctionne concrètement ? Alors en fait, c'est simple. Dans l'usage, c'est très simple. Après, techniquement, c'est plus compliqué. On a pas mal de brevets sur la solution en plus, donc voilà, ça ajoute de la complexité. Mais dans l'usage, c'est très simple. On prend son véhicule. Alors, il y a la borne du coup qu'on vient installer au sol. On vient installer en fait un récepteur dans le véhicule qui est un kit qui ne touche pas l'homologation du véhicule, mais donc qui est vu comme un accessoire pour le véhicule. Une fois que ça s'est installé, derrière, après, c'est très simple. On se gare sur une place de parking et derrière, ça charge. On n'a besoin de rien faire. C'est très très simple. Et justement, c'est de là qu'est né aussi ce besoin, c'est qu'on a besoin de simplicité, plus de câbles, et une recharge vraiment en un clic aujourd'hui. Et même là, on travaille sur de la recharge sans clic pour anticiper tout ce qui va être véhicule autonome. Ok, parce que j'allais poser la question. Vous fabriquez du coup la solution, mais vous allez aussi jusqu'à l'installation sur le véhicule. Ouais. Et donc pourquoi justement faire ce choix d'installer également sur le véhicule ? Alors aujourd'hui, en fait, on a fait ce choix-là parce qu'on ne voulait pas être dépendant des constructeurs pour pouvoir installer sur les véhicules, parce qu'aujourd'hui les constructeurs bougent à une vitesse qui n'est pas nôtre. Les constructeurs, ils ont du cash devant eux, ils ont des projets déjà depuis pas mal de temps, et donc ils n'ont pas besoin de la recharge par induction pour vivre. Nous, de notre côté, la borne de recharge, elle ne fonctionne pas sans ce kit. Et donc c'est pour ça qu'on a d'abord voulu travailler sur des véhicules, ce qu'on appelle de l'aftermarket, donc de la prévente. Aujourd'hui, on peut équiper du véhicule neuf ou du véhicule d'occasion avec une solution qui ne touche pas, comme je disais tout à l'heure, à la garantie constructeur. Derrière, c'est homologué et on est facilement installable en moins d'1 heure. Donc c'est pour ça qu'on a décidé en fait de faire ce kit-là pour ouvrir le marché. Ok. Et ça, c'est cette installation que vous faites sur le véhicule. Vous travaillez avec des partenaires qui vont le faire, ou c'est directement vraiment vous au niveau de vos bureaux, de vos locaux en fait, où vous faites ça Et aujourd'hui, on travaille avec des partenaires déjà. Pour l'instant, la toute première a été faite, c'est moi qui l'ai faite la toute première, donc ça a été fait effectivement dans nos locaux. Mais aujourd'hui, donc là, c'est destiné à être installé directement dans les garages, dans les concessions, au plus proche en fait du client. Donc on travaille avec différents partenaires. Aujourd'hui, par exemple, on va être produit chez Moventech dans le nord de la France, mais aussi chez Renault à Flins. Et eux voudraient également aussi potentiellement intégrer ça sur leur véhicule. à la vente neuve directement, c'est ça ? Alors à Flins, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est une entreprise, enfin c'est un site qui fait du reconditionné de véhicules d'occasion. Avant, c'est un site qui est énorme, hein. C'est un site qui fait la taille de Monaco, si ma mémoire est bonne en termes de superficie. Donc c'est super grand, c'est énorme, et ils ont arrêté les lignes de production de véhicules, ils faisaient les Zoé avant et les Nissan Micra. Ils ont arrêté ça et ils cherchent aujourd'hui en fait à se renouveler. Et donc ils ont créé ce qu'on appelle la Refactory. Et donc nous, on a été incubés sur la première session d'entreprise là-bas. Ils nous ont aidé à éco-concevoir un produit,
à anticiper en fait la prévente, la restauration du produit, le reconditionnement, le fait aussi de sourcer son produit correctement avec des matières premières qui viennent au maximum de France, d'Europe, dans les cas où on pouvait en tout cas le faire, et après aller négocier en fait ces prix pour arriver à des choses compétitives. Ok, Voilà. donc vous avez été très bien accompagné finalement. Depuis le début, c'est la clé de ce qu'on a fait chez nous. On est accompagné depuis le début sur tous nos stades de maturité par des professionnels et ou aussi des passionnés finalement. Ouais, ce qui explique la qualité du service en fait que vous proposez, quoi. Ok. Bah, on est accompagné sur toute la chaîne de valeur effectivement aujourd'hui, mais au départ ça a été un accompagnement par le 92, ensuite par le 78 du coup, et puis 50 ans en Yvelines avec notre première expérimentation. Notre première expé du coup c'était vraiment ici à 50 ans en Yvelines avec l'agglo. Et eux nous ont beaucoup encadrés, ils nous ont forcés à devenir rigoureux parce que du coup il faut traiter la commande publique. Ils nous ont forcés à donner des nouvelles, à faire des rétex. Ils nous ont forcés en fait à cadrer, à avoir un produit fiable, à nous faire des retours très exigeants sur bah voilà, on veut que ça fonctionne comme ci, comme ça, on veut pas être embêté avec ci, ça et ça. Enfin, donc on a dû faire beaucoup de modifications de software, de hardware pour aller matcher avec l'usage réel et donc transformer ce qu'on avait en PowerPoint entre guillemets au tout départ. C'était même plus qu'un PowerPoint, c'était un brevet, le transformer en un usage réel. Ouais, oui, ok, c'est pas rien. Ouais. Votre solution, elle s'adresse à quel type d'usage actuellement, enfin, je veux dire, en termes de flotte de collectivité, justement, transport public, est-ce que c'est du privé, à qui vous adressez? Ah bah, alors pour commencer, on travaille d'abord avec les flottes captives, pour la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on veut ouvrir le marché. Et donc le meilleur moyen de faire ça, c'est de travailler sur des flottes qui sont déjà établies, avec 10, 15 000 véhicules, ou même moins que ça, hein, 5, 100, 10, 15, mais agrégé, ça fait pas mal de volume. Donc on travaille d'abord là-dessus. Et ensuite, derrière, l'idée c'est de pouvoir ouvrir aux particuliers et d'aller chercher en fait une borne de recharge à moindre coût, moins puissante, d'un côté. Et de l'autre côté, aller chercher aussi des puissances plus élevées pour de la voirie. Donc là, c'est ce qu'on veut faire actuellement. On travaille sur des prototypes là qui font 50 kW et d'autres qui font 7 kW, un peu moins développés, mais qui matchent en fait les prix des bornes aujourd'hui. Classique filaire. Quels sont les freins que vous rencontrez aujourd'hui? Bah, le premier frein qu'on a, ça a été le financement. ça a été un de nos premiers freins aujourd'hui parce que pour lever des fonds, au-delà de la compétence technique qui est déjà solide pour aller chercher des fonds, après il faut aller convaincre des personnes qui sont pas forcément tech, qui ont une vision assez spécifique de l'innovation, qui cherchent des choses par rapport à leur thèse d'investissement. Et quand tu rentres pas vraiment dedans, c'est compliqué aussi d'avoir du financement. Je prends par exemple le cas de certains fonds qui ne font que du software. On rentre nous en partie dedans, mais pas sur la partie hardware. Sachant que le hardware aussi leur fait plutôt peur. Ça dépend en fait des fonds qu'on a, mais c'est vrai qu'il y a pas mal il y a pas mal de cas aussi où il y a pas mal d'argent qui investissent souvent dans le hardware et quand ça se crache, il y a tout l'argent en soi est perdu. Ouais. Mais quand ça fonctionne bien, d'un autre côté, ça crée des licornes, comme on prend le cas d'Exotech par exemple, c'est exactement ça. Donc la croissance n'est pas du tout la même sur un software et sur un hardware, donc la rentabilité n'est pas la même, etc. Donc les fonds qui font ça sont souvent dédiés. Donc ça, c'est un premier frein. Et le deuxième frein aussi, pareil, c'est de trouver son premier client. Ça a été ça, nous, trouver son premier cas d'usage, son premier client, le premier qui accepte de franchir la barre et qui veut essayer. Surtout qu'en plus, nous, on avait un produit hardware. C'est pas comme un simple soft où le soft, on peut le proposer gratuitement pendant X mois pour essayer. Là, non. Nous, on devait investir pour acheter le prototype, commander, assembler, faire les tests. Donc il y a ça aussi, une barrière à l'entrée qui rejoint quand même la partie financière, mais pas que. Je sais pas si c'est un exercice facile. Si tu devais expliquer la technologie à un enfant de 10 ans, comment tu lui expliquerais comment ça fonctionne, cette recharge à induction? En fait, je lui expliquerai pas spécialement comment ça fonctionne, je lui expliquerai comment est-ce qu'il doit l'utiliser. Et de là, en fait, je lui dirais simplement, tu te gares et tu t'en vas. Ok. Tout simplement. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Tu te gares au bon endroit. C'est assez précis, justement, comment ça fonctionne ça... Alors, on a un système de positionnement qui est breveté, pareil, qui permet de pouvoir être précis en dessous du centimètre. Et donc, la borne, elle, permet d'avoir une latitude de plus ou moins 10 cm avant, arrière et sur les côtés. Donc, c'est assez large en termes de spectre. Et derrière, nous, on est précis en dessous du centimètre. Et donc, on peut, en temps réel, localiser le véhicule par rapport à la borne.
Donc de là, après, c'est assez simple, hein, on vient se garer par-dessus. Dès que on a le bip qui dit que c'est bien positionné, on s'arrête et on s'en va, on va faire ses courses, on va voir sa grand-mère, que sais-je, mais on va faire autre chose. L'idée, c'est vraiment d'effacer en fait, le fait de recharger. Et même effacer le fait de devoir remettre du carburant, entre guillemets. Ouais, d'y penser même. C'est ça, c'est le plein fait d'y penser. C'est ça, c'est le fait tous ces choses-là, ça anticipe en fait toute la partie autonome derrière. Oui, parce que pour certaines personnes, ça peut sonner comme une contrainte parfois, en effet, de se dire il faut que je recharge. Finalement, c'est juste le geste de recharger. Alors en effet, le fait de retirer ce geste, tout ça, ça peut en effet, dans l'inconscient, on oublie qu'on est en train de recharger, on oublie, voilà. Exact. Et du coup, le véhicule électrique devient vraiment la solution adaptée, adéquate pour n'importe quelle situation, parce que de toute façon, voilà. Exact, et même, je dirais même mieux que le thermique, parce qu'aujourd'hui, le thermique, souvent on dit ouais, mais ça prend 2 minutes de charger son véhicule, on fait le plein, et ça va très vite. Bah, en fait, quand on compte le temps d'aller à la pompe, le temps d'attendre sur place, le temps de repartir chez soi, bah en fait, ça va tout aussi vite de charger en électrique aujourd'hui. Ouais, ça prend pas 2 minutes, c'est pas vrai. Même quand on se gare, même si on est à l'entrée de la pompe, qu'on se gare, le temps de décrocher, de faire le code avec sa carte, de remplir, ça met du temps à remplir malgré tout maintenant. Non, c'est pas vrai. Ça prend en plus 5 minutes ou 6 même que 2. C'est ça, exactement. Et donc nous, c'est ce qu'on aimerait obtenir à la fin. Mais donc ouais, si je devais expliquer ça à un enfant de 10 ans, mon but ce serait de lui expliquer plutôt comment il l'utilise, plutôt que savoir comment ça fonctionne en tant que tel. Après, savoir comment ça fonctionne en tant que tel, on peut entrer dans le détail, hein, mais c'est plus compliqué pour un enfant de 10 ans. C'est plus compliqué pour un enfant de 10 ans. Okay. On a un peu échangé sur ce sujet, mais pourquoi les collectivités et les agglomérations elles s'intéressent justement à cette technologie aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, nous, à Saint-Quentin, il y a 3 choses qui nous intéressent. La première, c'est un déploiement en voirie. Parce qu'aujourd'hui, ils sont embêtés pas mal avec les câbles. Il y a des gens qui viennent couper les câbles, qui viennent voler les câbles, dégrader les bornes. Même sans parler de tout ça, quand on regarde certaines places, comment elles sont faites, souvent on a la borne qui est donc à l'arrière de la place, et les personnes, quand elles viennent reculer, des fois elles tapent la borne, elles tapent les renforts, donc ça prend de l'espace. Le problème étant que l'espace il n'est pas infini sur la voirie, et que à la base un trottoir ça sert à marcher en sécurité et pas mettre des bornes. Donc nous on utilise un espace qui est sous le véhicule, qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Ça c'est le premier point. Le deuxième en fait, c'est toute la partie accessibilité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de borne vraiment adaptée aux personnes à mobilité réduite, que ce soit des personnes à mobilité réduite qui ont une carte PMR, etc., ou des personnes qui sont simplement plus vieilles, qui ont moins de force, qui sont âgées, ou qui sont simplement blessées, ou pas en état de manipuler des câbles. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même soulever le câble, il faut trouver le bon câble, il faut savoir quel type de prise correspond à quelle voiture, correspond à quelle borne aussi. Donc ça, c'est pas évident. Donc la partie effectivement accessibilité, elle est très très importante, parce que derrière, même sans ça, sur un parking par exemple, si on doit s'amuser à passer entre les voitures, parce que des fois la trappe de charge elle est à l'avant, parfois à l'arrière. Si on passe avec ses béquilles ou même avec son fauteuil roulant entre les voitures, ça passe pas parfois. Donc c'est impossible d'envisager ça. Et le dernier point, il est pour leur flotte à elles aussi, les collectivités, qui ont des voitures, qui ont des bus aussi, qui doivent recharger. Là par exemple à Saint-Quentin, c'est un véhicule autopartagé. Et le problème avant, c'est qu'ils étaient un peu stressés parce que si la personne d'avant ne recharge pas le véhicule, ils peuvent pas se déplacer après. Alors que là, ils peuvent vérifier à distance si oui ou non ça fonctionne. Ils peuvent lancer à distance. Donc si le véhicule est chargé ou pas chargé, ils peuvent le mettre à charger en fonction de demain. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. On le voit aujourd'hui quand ils viennent utiliser, ils viennent dire voilà, demain j'ai un gros déplacement. Je vérifie que c'est chargé. Si ça l'est pas, hop, clac, un clic et j'envoie la charge. Ok, on peut, en fait, quand on se pose sur cette place, ça ne charge pas forcément, en fait. Ouais, c'est ça. On peut c'est au choix. ou non le. Ok, d'accord. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ok, d'accord. Ça fonctionne comme ça aujourd'hui. On est en train d'implémenter un service qui est additionnel aujourd'hui, qui s'appelle le Park and Charge, qui est basé sur ce qu'on appelle le plug and charge aujourd'hui. Donc, c'est le fait d'identifier directement le véhicule quand on vient brancher son véhicule. Donc, on identifie et le véhicule, puis l'utilisateur, et ensuite la carte bleue qui va bien, pour pouvoir débiter. Ça, c'est le plug and charge, donc c'est le fonctionnement actuel. Nous, on travaille sur ce qu'on appelle du park and charge, donc on enlève le plug. Donc derrière, on ne vient faire que parquer son véhicule, garer son véhicule, et le véhicule est détecté automatiquement. On active ça en amont sur l'application, donc on donne son autorisation parce qu'il faut quand même que l'utilisateur puisse dire oui ou non en amont sur cette partie-là, et derrière, il est automatiquement chargé. S'il ne veut pas que ça fonctionne comme ça, juste un clic sur l'application et ça charge.
Très bien. J'allais te demander dans quel cadre justement vous travaillez avec l'agglomération de Saint-Quentin. Ouais. On travaille aujourd'hui avec des véhicules qui sont autopartagés. Donc on a mis à disposition donc, une Mégane E-Tech de série qu'on a acheté en concession. On l'a équipé, on leur a mis dispo avec une application. Et de là, après, on a fait pas mal d'itérations sur l'application aussi. On leur a mis à disposition des nouveaux services. Donc réservation, lancement à distance, support à distance, ainsi de suite. Enfin, suivi de conso, pas mal d'autres applications aussi. Et eux, aujourd'hui, utilisent le véhicule depuis 1 an en extérieur. Donc sur parking extérieur. Donc c'est soumis aux conditions... c'est sous un carport quand même. Mais derrière, c'est quand même soumis au froid, à la pluie. Ça a été baigné dans l'eau. Enfin, vraiment, on a eu toutes les conditions dessus. On a eu de la boue, des feuilles, de tout. Et ça fonctionne depuis un an. Et on a en fait eu très peu de problématiques dessus. Et on était assez surpris d'ailleurs, parce que c'est notre premier proto. Un prototype, ça sert à être éprouvé. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, on a eu quand même des très très bons résultats sur l'utilisation de cette borne. J'allais te demander justement si ça demandait un entretien. Tu parles de feuilles, tu parles de boue, tout ça. Est-ce qu'il faut l'entretenir? Est-ce qu'il faut le nettoyer? Est-ce que non, ça continue de fonctionner malgré les intempéries et tout ça? Peu importe ce qu'il y a dessus, ça fonctionne. Elle est IP69K en fait, donc ça signifie qu'elle peut être même sous l'eau. En soi, ça refroidit juste mieux. On a un refroidissement liquide naturel, on va dire. Mais effectivement, on l'a prévu pour qu'elle puisse être effectivement plongée sous l'eau, parce que comme elle est au sol, forcément dans un parking ou en voirie, ça peut être plongé sous l'eau et il ne faut pas qu'il y ait de problématique par rapport à ça. Donc de là, on a dû blinder un petit peu le mobilier urbain et se baser sur les normes de mobilier urbain pour pouvoir faire la borne. Est-ce que tu penses que cette solution de recharge à induction, ça pourrait être devenir le standard en fait dans l'avenir? Nous, on pense, oui, parce que on a quand même étudié pas mal ce projet avant de le lancer. On a vu qu'il y avait beaucoup d'expé sur les bras robotisés, sur les robots qui viennent charger ton véhicule tout seul. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, les bras robotisés, c'est intéressant en soi, mais quand on gagne une Ligue des Champions et qu'on va aux Champs-Élysées, le soir, il n'y a plus de bornes qui fonctionnent déjà filaires. Donc si on met des bras robotisés, il va y avoir des petits problèmes supplémentaires. Et ce, sans compter le coût du bras robotisé. Donc déjà ça, en voirie, c'est un peu compliqué. La deuxième solution, c'est d'avoir des robots qui fonctionnent. Là, c'est un peu pareil, on va les retrouver au fond de la Seine. Donc, parce qu'on retrouve déjà des Vélib au fond de la Seine, donc pourquoi pas des robots. Donc il fallait quelque chose de solide, résistant, qui puisse prendre le passage d'un camion, qui fonctionne un petit peu pour tout type de personnes et tout type d'usage. Et donc l'induction, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, parce qu'il y a aussi une deuxième bataille qui s'est posée quand nous on a commencé à lancer la solution. C'était est-ce que c'était conduction ou induction, avec la solution par conduction qui là est un branchement filaire et qui parfois peut bouger avec le véhicule, etc. Donc là, des caténaires, des choses comme ça. Sauf que le problème de ça, c'est l'infrastructure qui va avec. Et donc le coût de l'infra, c'est le gros problème. Et le coût de l'infra aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence entre le prix d'un billet d'avion qui est beaucoup moins cher par rapport au prix d'un billet de train qui est beaucoup plus cher. C'est le coût de l'infra derrière qui est derrière. Et les gens qui travaillent pour maintenir cette infra. Là où avec un avion on n'a pas ça aujourd'hui, là c'est pareil avec une borne par induction. On a donc l'infra qui est autoporteuse, mais derrière après c'est le véhicule qui transporte son énergie et pas le transport d'énergie qui suit le véhicule. Je comprends. Ouais, mais c'est vrai qu'avec, là quand tu l'expliques comme ça paraît ta solution la plus évidente, la plus adaptée en fait. On a pas mal benchmarké dessus parce que on n'est pas fermé nous en tout cas sur le procédé. Nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir de la charge automatique. C'est ça le principe de base. Nous induction, conduction, etc. C'était pas on s'en fichait un peu. C'était pas le sujet en fait. C'était pas la manière de faire. C'est ça. Et on a vraiment benchmarké beaucoup ces solutions-là. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est ça. Peut-être que demain, ça sera pas ça et il y aura quelque chose de mieux. Et à ce moment-là, nous, on ira dessus. Mais le principal, c'est la facilité, la simplicité d'utilisation et que justement, il y a finalement plus d'utilisation. Enfin, c'est automatique. C'est exactement ça. Quand ça m'a fait rigoler un peu parce qu'on a fait l'ouverture de notre showroom la semaine dernière et on a fait la démonstration. Et là, les clients nous ont dit, c'est tout. On leur dit ouais, c'est tout. On se gare. Point. Et c'est vrai que pour le coup, on peut faire des super shows, démontrer tout ça, mais c'est un peu comme avec avec un téléphone, avec un smartphone. Quand on a besoin de réfléchir, de lire la notice pour voir comment ça fonctionne, c'est bien pour quelqu'un qui aime la tech, mais c'est pas très user-friendly. C'est un peu la logique d'Apple finalement, non? Exactement. C'est un peu ça, quoi. C'est de se dire finalement, on rend les choses simples, évidentes. C'est ça. D'ailleurs, en tech, souvent, plus c'est simple,
plus c'est complexe, mais sur l'usage, c'est vraiment ça qui est important, c'est avoir quelque chose de très simple à utiliser. D'ailleurs, même en termes de déploiement, c'est très simple à déployer. Oui, en plus. Ouais, ça coûte moins cher qu'une bande de recharge aujourd'hui à déployer. On est 4 fois moins cher qu'une bande de recharge classique à déployer. Ok, donc le système Up and Charge à induction coûte moins cher à déployer pour celui qui paye derrière. Ouais, pour celui qui paye la borne et celui qui vient du coup utiliser après la bande de recharge, évidemment. Ok. Parce que derrière, le prix est répercuté dans le coût du kilowatt, par exemple en voirie. Donc effectivement, ça coûte moins cher à installer. Et l'autre avantage aussi, c'est que ça charge plus vite. Ça charge plus vite ? En fait, aujourd'hui, 90% des bornes qui sont installées, c'est des bornes en courant alternatif. Donc là, je rentre un peu dans le détail technique, mais aujourd'hui, il y a 2 types de bornes. Il y a les superchargeurs, qui sont des bornes en courant continu, et les bornes en courant alternatif, qu'on retrouve souvent chez soi, qui coûtent beaucoup moins cher, parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus simples. À l'intérieur, c'est des relais avec une carte de commande. Donc c'est très simple. La borne en DC, elle est plus complexe, mais elle permet de pouvoir charger beaucoup plus vite, parce que le véhicule ne fait pas la conversion lui-même en AC pour convertir en DC pour charger la batterie, parce qu'aujourd'hui, une batterie charge en courant continu. Ok. Donc de là, nous, on a pris le postulat qu'il fallait faire d'abord une borne DC. Et donc la borne aujourd'hui qu'on déploie, c'est une borne 24 kW DC, donc elle fait 3 à 24 kW en courant continu. L'avantage étant qu'on n'est pas limité par le véhicule, parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a par exemple sur une Tesla, on va prendre cet exemple-là, mais c'est pareil pour Renault et Peugeot et ainsi de suite, toutes les marques. Et prenons le cas d'une Tesla, aujourd'hui, ils ont pris le parti que à la maison, on ne chargera pas plus fort qu'à 11 kW, et en courant alternatif, du coup, on ne pourra pas monter au-dessus de 11 kW, même si on a 22 kW du coup en triphasé à la maison. Donc on peut avoir une borne 22 kg, mais ne charger qu'à 11 kg parce que le véhicule limite. Okay. Nous, on n'est pas limité. C'est tout l'intérêt de la recharge par induction que nous, on a déployé chez Up and Charge. Et donc, par exemple, pour donner un exemple très concret, sur la Tesla, en fait, on peut charger 2 fois plus vite. Parce qu'aujourd'hui, on a 24 kg, un peu plus de 2 fois. Et sur une Renault Mégane, par exemple, qui charge, elle, à 7 kW, on charge 3 fois plus vite. Et ça n'a pas d'incidence sur la batterie, sur le fonctionnement, sur la voiture, le véhicule, etc. Okay. Non, au contraire, parce qu'en fait, le fait de charger par induction, de la même manière, augmente la durée de vie du véhicule. Pour une raison qui est très simple, hein, c'est que on vient faire ce qu'on appelle du biberonnage. Donc on vient faire des petites recharges très souvent. Ce qui évite de faire une grosse recharge très forte sur un superchargeur quand on est déchargé complet. Ouais. On n'est pas du tout sur le même usage qu'avec un véhicule thermique. Aujourd'hui, on va à la pompe quand on est déchargé, on fait son plein et derrière on peut rouler. Là, c'est pas le cas. Là, on vient charger à chaque fois qu'on s'arrête. Et en fait, derrière, ça permet de pouvoir charger beaucoup moins fort et d'avoir une batterie qui tient dans le temps. Et souvent, on gagne 3, 4, voire 5 ans d'usage de batterie. Ce qui est énorme. C'est énorme. Surtout quand on voit ce que ça coûte, c'est énorme. La vision à long terme de Up and Charge, c'est quoi quelle est votre vision vous avez en interne quand vous avez lancé ce projet et maintenant qu'il a bien avancé, bien évolué La vision que nous on avait, c'était de se dire qu'on aurait réussi le projet quand on serait en vacances et qu'on verrait des bornes dans la rue. Ça, c'était un peu la vision qu'on avait en tant que telle. Donc ça, c'était un petit peu notre rêve quand on a lancé le projet. Après, la vision plus business entre guillemets de ce qu'on aimerait avoir, c'est on aimerait avoir des bornes qui chargent des véhicules autonomes. Donc on a son véhicule qui vient charger directement sur la borne. Donc le Tesla, le Cap Tesla, je ne me souviens plus son nom. Mais effectivement, donc le Cybercab, pardon. Tesla qui vient charger tout seul sur la bande de recharge, ou des gens qui viennent se charger, par exemple, on va être sur le quai, on va attendre pour son bateau pour aller en Corse, clac, on pose sa voiture, la voiture charge, on repart, la voiture est chargée avant de monter dans le bateau. C'est ça qu'on cherche. En fait, on cherche à avoir des choses simples. Et donc, on a 2 visions là-dessus. Une vision pour le B2C, moins puissante, mais aussi un coût abordable. Et une deuxième vision, plus tech, où là on aimerait monter à 200 voire 300 kW en induction. Et ça, c'est pas évident. Ok, pour quel besoin ? Pour un besoin en fait autoroutier. L'idée, c'est de pouvoir en fait aller directement sur sa place de parking sur une station-service ? Ouais, exactement, ouais. Sur une aire de stationnement. On se gare, on va chercher son café, on revient se charger, on repart. Ce qui optimiserait même par rapport à l'usage d'une pompe aujourd'hui, l'usage. Parce que derrière, on vient charger, bam, et on repart.
Ok, et comment tu vois, du coup, au sens plus général, évoluer la mobilité justement électrique dans les prochaines années? Bah nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est l'avènement de l'autonome, hein. Autonome, autopartage, nous, c'est vraiment ce qu'on voit le plus. Euh, on nous en parle énormément dans les taxis, dans les bus, même sur les projets type Drési, sur les navettes de transport qui utilisent les anciennes voies ferroviaires pour relier un peu les territoires à droite à gauche. Euh, Ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est vrai que je lisais encore un article là, sur une entreprise là, qui fait ça. Donc, c'est 500 000 euros une navette aujourd'hui pour avoir assez de personnel du coup, pour faire fonctionner cette navette et relier les territoires qui sont un peu plus loin. Aujourd'hui, quand on passe tout en autonome, bah, on économise 500 000 par navette. Et donc derrière, on peut aller relier des territoires qui aujourd'hui ont un peu moins de besoins, mais qui en ont quand même. Et donc, avec tout ça, on peut avoir un maillage beaucoup plus intéressant en fait, du territoire. Et aujourd'hui, sur la mobilité, c'est vraiment ça qu'on voit, c'est le développement de l'autonome. Qu'est-ce qui te motive, personnellement, toi, à travailler sur ce type de projet? Premièrement, c'est l'équipe. Parce qu'en vrai, on se marre bien quand même chez OpenCharge. Bon, c'est pas tous les jours drôle. C'est pas un idylle. Mais c'est vrai que l'équipe telle qu'on l'a montée aujourd'hui, on rigole vraiment bien. C'est une équipe qui est motivée, on a beaucoup d'idées, ça pop un peu à droite à gauche, ça bouge, c'est efficace. Moi, j'ai un grand groupe au départ, je viens de chez Valeo, avec une équipe qui était géniale d'ailleurs, hein. Moi, chez Valeo, j'ai eu beaucoup de chance parce que chez Valeo, toutes les équipes sont pas forcément. C'est comme dans toutes les grosses boîtes, hein, c'est pas forcément top. Mais là, pour le coup, moi, j'ai vraiment eu une équipe dans laquelle on m'a fait confiance dès le départ, on m'a laissé me développer facilement. Et derrière, ça m'a donné le goût d'aller chercher des nouveaux projets de ce type-là. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et le deuxième point, je dirais, c'est toute la partie innovation. J'ai toujours été passionné de voitures, d'automobiles. Et là, pour le coup, on est en plein dedans, même si c'est pas du classique car, entre guillemets. On ne travaille pas sur une F40 de l'époque. Non, on travaille sur la mobilité de demain, sur les véhicules de demain, et sur la manière de venir répondre aux besoins utilisateurs. Et ça, c'est super intéressant, parce que derrière, ça vient aussi façonner la voiture de demain. Ouais, tu as vraiment l'impression d'avoir un rôle utile justement pour l'avenir et la mobilité de demain. Ça fait partie des choses qu'on souhaitait avoir quand on a lancé la boîte, à voir en fait l'impact que l'on avait sur son environnement, sur son quotidien et sur les gens avec qui on travaille aussi. Où est-ce qu'on peut suivre OpenCharge, ses projets, le site internet, les réseaux sociaux Ouais, on a un site internet effectivement sur lequel vous pouvez nous suivre. Sur LinkedIn aussi, on partage beaucoup d'informations. Et aussi sur Instagram. Et je crois que là, il y a un TikTok qui est créé il y a pas très longtemps. On se met au TikTok. C'est bien, c'est dans l'air du temps. On se Je met... suis sûr que c'est très intéressant d'avoir plein de sujets, plein de vidéos justement à réaliser. Ouais, dont ça se passe. Exact, parce que souvent on a nos clients qui témoignent pour nous, souvent qui viennent expliquer, parce que c'est quand même mieux quand c'est les clients qui parlent, parce que l'avantage étant que c'est un retour terrain véridique, qui n'est pas tronqué forcément parce que l'on aimerait communiquer, parce que moi je peux vous dire que c'est top, mais quand un client vous le dit, c'est quand même mieux. Et donc ça on le retrouve effectivement sur toutes les plateformes, donc LinkedIn, Instagram, TikTok et aussi sur notre site. Ouais, donc vous êtes relativement un peu partout, quoi. Un peu partout, effectivement. Un message adressé aux collectivités, aux entreprises qui hésitent encore à tester ce type de solution? Bien sûr, faut pas hésiter à nous contacter. Évidemment, nous, on est tout à fait prêt à essayer plusieurs cas d'usage dans différents types de configurations avec différents types de populations également. Donc, nous, on est très très ouvert là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter pour faire des pilotes, des essais. Ça sera avec grand plaisir. Surtout que, alors moi, c'est ça qui m'a surtout que j'ai retenu, mais tu disais bien, tu confirmes que ça coûte moins cher d'installer une borne à induction qu'une borne classique aujourd'hui, c'est ça? Ouais, d'autant plus qu'on génère plusieurs. Plus il y en a, moins ça coûte cher. Ouais, bon, ça c'est ok. Ok, très bien. Et pour finir, est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller pour venir sur ce fauteuil à ta place pour échanger avec nous? Ouais, moi j'aimerais bien voir John Belda ici, Ouais. qui est notre interlocuteur du coup à la collectivité de Saint-Quentin-en-Yvelines. Qui lui a une vision de tout ce qui se passe sur le territoire, très concrète et très technique. Donc super intéressant. Ok, on va contacter John Belda alors, en lui demandant s'il est intéressé pour venir échanger avec nous. Parfait. Anthony, merci. Merci pour ton temps, merci d'avoir échangé avec nous, d'avoir ouvert les yeux sur OpenCharge et puis longue vie à OpenCharge alors. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup et on se retrouve dans un prochain épisode, à bientôt.